Alors bonjour chers amis, bienvenue à une nouvelle série de conférences cette année. J'ai laissé de côté pour l'instant l'histoire de l'art, les grands jardins, etc. pour me concentrer plus sur la petite histoire derrière soit des grands personnages, des grands événements ou des grands bâtiments. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir de l'état de la francophonie aux États-Unis. Je vais vous amener vous promener un peu partout aux États-Unis, mais entre autres, il y a des cas où je vais devoir aller vous donner les raisons historiques pour lesquelles la langue française est dans l'état où elle est actuellement dans ce coin-là du pays. Alors, on parle de combien de francophones aux États-Unis? Les recensements américains se font de la façon suivante pour ce qui est de l'attribution de la langue à la personne. C'est selon la langue qui est parlée à la maison. Alors, selon le plus récent sondage, il y aurait 2,1 millions de gens qui parlent le français à la maison aux États-Unis. Si on rajoute ceux qui parlent le créole, les Antillais, les Haïtiens, etc., ça monte à 3,5 millions de personnes. Dans quel État trouve-t-on le plus de francophones? Bien, évidemment, c'est dans les États les plus populeux, comme l'État de New York ou même la Californie. Là, évidemment, c'est là qu'il y a le plus de têtes de pipe francophones. Mais si on regarde en proportion de la population d'un État, par exemple, c'est dans le Maine qu'il y a le plus fort concentration de francophones aux États-Unis. En 2010, il y avait 25% de la population du Maine qui était de souche francophone. Aujourd'hui, la francophonie aux États-Unis est portée par différentes communautés, telles qu'évidemment les Franco-Américains en Nouvelle-Angleterre, les Acadiens, les Louisianais, les Haïtiens et plus récemment certains Africains. Grosso modo, le français se porte-t-il bien? Ben, disons que c'est variable selon le coin du pays dont on parle. Il y a des coins où le français qui était déjà jadis établi est à peu près complètement disparu. Et il y en a d'autres coins des États-Unis où le français est en resurgence. Je vais vous parler d'abord de la Nouvelle-Angleterre. Quel français parle-t-on en Nouvelle-Angleterre? Bien, on parle le français qu'on parlait au Québec avant la Révolution tranquille. Au 19e siècle, principalement, il y a eu une grande exode de Québécois qui ont quitté pour aller chercher fortune ailleurs. Alors, il y a eu, on estime, environ 900 000 Québécois qui sont allés ailleurs, principalement en Nouvelle-Angleterre. Vous verrez tantôt, il y en a d'autres qui sont allés dans d'autres directions. Alors, ils sont arrivés en Nouvelle-Angleterre, ils se sont mis dans des différentes villes, qu'on verra plus tard. Là, ils se sont mis à construire évidemment des logements, des commerces. Ils ont construit aussi beaucoup d'églises et d'écoles. Le français, à cette époque-là, au 19e siècle, était enseigné dans les écoles paroissiales, où le cursus était moitié anglais, moitié français. Mais, évidemment, la plupart de ces écoles-là francophones ont maintenant disparu. Combien de francophones en Nouvelle-Angleterre? Ben, il y a 6 États, comme vous pouvez voir, en Nouvelle-Angleterre. Au total de cette région-là, on compte 200 000 francophones qui parlent français à la maison dans tous ces 6 États-là. Juste le Maine, il y en a 65 000 qui parlent le français, comme j'ai dit. Depuis le début de la colonie, le français a toujours été présent en Nouvelle-Angleterre parce qu'au début, Champlain, par exemple, est allé au début du 17e siècle, est allé explorer les côtes du Maine
Éventuellement, il est descendu dans le Vermont, explorer le lac qui porte maintenant son nom. Alors, il y a 2 États sur 6 qui ont des noms français. Il y a le Maine et le Vermont. Comment a été perçu le départ de tant de gens? Alors, ça, c'est le Massachusetts à Boston. Et ensuite, ça va être le Woonsocket au Rhode Island. Comment a été perçu le départ de tant de gens? Alors, je disais donc, entre 1840 et 1930, il y a eu une exode des Québécois qu'on a appelé soit la grande hémorragie ou la grande saignée. Parce que, imaginez-vous donc, il y a presque 1 Québécois sur 2 qui est parti de la province. Alors, les autorités civiles et les autorités religieuses voyaient ça d'un très mauvais œil. D'abord, les autorités civiles, le pays se dépeuplait, pour ainsi dire. Les autorités religieuses craignaient beaucoup que les Québécois s'en allant en Nouvelle-Angleterre, où il n'y avait que des protestants, pratiquement, qu'ils perdent leur foi. Alors, quand les immigrants québécois arrivaient dans les villes de Nouvelle-Angleterre, ils étaient aussitôt engagés soit dans les usines de textiles ou des usines de fabrication de chaussures. Les conditions de travail étaient très rudimentaires. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà dans une usine de textile comme le Dominion Textile, mais c'est plein de machines rotatives là, qui fonctionnent beaucoup, qui font beaucoup de bruit. Alors, les pauvres gens travaillaient 6 jours par semaine. Entendre ça dans les oreilles, c'était un vrai capharnaüm. Alors, puis la jeunesse, c'est-à-dire la main-d'œuvre était exploitée. Imaginez, le jeune homme à l'avant-plan, là, qui a, j'imagine, 12 ans à peu près, bien, il travaillait dans une usine. Alors, ils exploitaient la jeunesse et les femmes aussi dans ces genres d'usines-là parce qu'il y avait désespérément besoin de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui a poussé les Québécois à quitter leur patrie? Eh bien, c'était la pauvreté, tout simplement. C'était la grosse misère à l'époque, à partir de 1830. D'abord, il y avait des gens qui commençaient à avoir des grosses familles, 10, 12, 15, 18 enfants même. C'était surtout dans les campagnes. Et comment transmettre une terre familiale à, mettons, une douzaine d'enfants, c'est pas possible. Il manquait de terre pour cultiver, pour que les jeunes puissent aller s'établir et fonder des familles. À l'époque, au début, c'était encore le régime seigneurial qui existait. Alors, la seule façon que ça aurait été pour avoir plus de terre à pouvoir exploiter, ça aurait été de créer davantage de seigneuries. Alors, le gouverneur du Bas-Canada a fait des démarches auprès du Parlement à Londres pour demander la permission de créer de nouvelles seigneuries. Ça lui a été refusé. Et, d'autre part, les terres des cantons de l'Est étaient réservées aux colons anglais et américains. Alors là, les Québécois étaient pris en table avec les Corses d'une certaine façon, et ça correspondait justement à l'époque où, en Nouvelle-Angleterre, c'était la révolution industrielle qui commençait. Il y avait des usines de textiles et de chaussures et d'autres fabrications qui poussaient un peu partout, même dans les plus petites villes. Alors, les Québécois sont donc partis vers le sud pour simplement gagner leur vie et quitter la campagne où ils étaient misérables. Où se trouvaient les plus grandes concentrations de Québécois en Nouvelle-Angleterre. De la fin du 19e siècle à jusqu'au milieu du 20e siècle, il y avait une rivalité amicale entre les pôles de concentration des Québécois en Nouvelle-Angleterre. Il y avait ici, ça c'est la ville de Manchester, New Hampshire, et il y avait aussi, ça c'est la ville de Lewiston dans le Maine. Il y avait également Lowell au Massachusetts, et Woonsocket au Rhode Island. Il y avait une rivalité qui existait un peu plus serrée, mettons, entre Woonsocket et Manchester, parce que les deux
les deux villes avaient le siège social d'une compagnie d'assurance qui vendait des assurances aux Franco-Américains. Alors, à Woonsocket, vous aviez l'Union Saint-Jean-Baptiste, et à Manchester, c'était l'Association canado-américaine. C'était le nom des deux compagnies d'assurance qui étaient un peu en compétition en Nouvelle-Angleterre pour vendre des assurances aux Franco-Américains. Mais il y a eu d'autres villes, évidemment, que ces quatre-là. Au Massachusetts, il y a eu New Bedford, il y a eu Worcester, il y a eu Fall River. Et dans le Maine, il y a eu Biddeford, principalement. À la Seconde Guerre mondiale, Manchester comptait 52% de souches francophones. Et il y avait 8 paroisses catholiques francophones à Manchester. La première caisse populaire aux États-Unis a été fondée à Manchester aussi. Il y avait un journal quotidien qui s'appelait L'Avenir national à Manchester. Et il y en avait d'autres, même à Woonsocket, qui s'appelaient La Sentinelle. Les moments de retrouvailles des Franco-Américains. À l'occasion, soit dans les sous-sols d'église, des centres communautaires, je ne sais trop, on organisait des fêtes où les Franco-Américains pouvaient se retrouver entre eux, finalement, et jouir et danser, faire de la musique, avoir du plaisir, se conter des blagues, tout ça en français. Alors, ça faisait beaucoup de bien à leur morale. Comment une langue minoritaire disparaît-elle? Vous savez, aux États-Unis, c'est le principe du melting pot. C'est-à-dire que il y a plein d'ethnies qui arrivent à travers le monde qui migrent aux États-Unis. Eh bien, d'après les statistiques, au bout de 3 générations, la langue d'origine est disparue. La première génération qui arrive aux États-Unis, bien évidemment, ils parlent leur langue de naissance, et aussi, ils apprennent l'anglais du mieux qu'ils peuvent. La seconde génération, leurs enfants, ils apprennent aussi la langue des parents, mais ils parlent surtout en anglais. Et la troisième génération, ils ne parlent pas du tout la langue du grand-père, et ils ne parlent que l'anglais, et voilà, la langue est disparue. Mais pour les Franco-Américains, ça a été très différent, parce que la langue est encore vivante aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu bien des facteurs qui ont joué. D'abord, la géographie. La Nouvelle-Angleterre, c'est voisin du Québec. Alors, les Franco-Américains avaient laissé de la famille derrière eux. Alors, quelques fois par année, ils remontaient au Québec, ils allaient voir la famille. Alors, ça conservait les liens, ça conservait la langue française bien vivante. Il y avait aussi, je ne sais pas si vous avez vu le film Maria Chapdelaine, mais il y avait des célibataires franco-américains qui, l'été, ils revenaient au Québec donner un coup de main à leur famille sur la terre familiale. Et à l'automne, ils retournaient aux États-Unis pour le reste de l'année pour travailler dans les usines. Il y a un autre acteur aussi qui a gardé la langue bien vivante, c'est que continuellement, entre 1840 et 1930, il arrivait constamment des flots de Québécois qui descendaient. Ça ne s'est pas fait tout d'un coup, l'exode des Québécois. Ça s'est fait progressivement pendant tous ces 90 ans-là. Alors, les nouveaux arrivants apportaient un souffle de jeunesse à la langue que les gens parlaient. Alors, c'est ça qui a aidé à la conserver bien en vie. La lente mais inéluctable érosion de la francophonie en Nouvelle-Angleterre. Néanmoins, avec chaque génération, les Franco-Américains devaient mettre un peu plus d'eau américaine dans leur vin français. Manchester a perdu les 8 paroisses francophones et catholiques qu'elles avaient. Il y a maintenant, à Manchester, il y a une église qui dit la messe en français le dimanche matin, c'est tout. Les écoles, c'est encore pire. Il n'y a plus d'écoles qui enseignent le français. Il y avait à Manchester la Cardinal Lacroix Academy,
qui donnait des cours de français langue seconde de la 3e à la 6e année. Eh bien, depuis l'an dernier, il n'y a plus de cours de français à la Lacroix, Cardinal Lacroix Academy. Elle n'a de français que le nom maintenant. Comment les Franco se regroupent-ils maintenant? Autrefois, comme j'ai dit, il y avait plusieurs occasions où les Franco-Américains se retrouvaient pour fêter. Alors, on organisait des veillées, des soupers, où on servait des mets familiaux et traditionnels comme la poutine, le pâté chinois, la tourtière, les fèves au lard et les tartes au sucre. Des artistes venaient animer ces soirées qu'on disait des soirées canadiennes. La semaine franco-américaine de Lowell existe toujours, ainsi que la kermesse de Bedford. Lors du mois de mars, qui est le mois de la francophonie, la délégation générale du Québec à Boston ainsi que l'Alliance française font venir des artistes du Québec pour donner des concerts et des spectacles à travers la Nouvelle-Angleterre. Y a-t-il des services communautaires pour la langue et la culture? Eh bien oui. À Manchester, au New Hampshire, et à Lewiston, dans le Maine, il existe un centre franco-américain qui a pour but de donner des cours de français de tous les niveaux aux gens qui sont intéressés. Et également à projeter, il projette des films de français et des films québécois. Et il y a des artistes aussi qui vont s'y produire à l'occasion. Ici, ça, c'est le centre franco-américain de Lewiston qui est aménagé dans une ancienne église. À l'automne, à chaque automne maintenant, depuis quelques années, ils organisent un festival de la poutine. C'est ça. Je voulais vous dire ça, c'était une parade de la Saint-Jean-Baptiste à Manchester. À Manchester, à chaque année, à la Saint-Jean-Baptiste, ils tiennent un grand banquet et ils nomment le franco-américain de l'année, la personne qui a le plus contribué à la protection et la propagation du français. Ça ressemble un peu à nous, Saint-Jean-Baptiste, hein, avec le mouton, ben oui. Alors, je disais donc qu'il existe toujours... Ah oui. Tu veux continuer, Lucie? OK, c'est ça. C'est la Poutine Fest qui existe maintenant au New Hampshire. Et samedi dernier, c'était le Poutine Fest au Maine qui avait lieu à Portland. Et il y avait 1500 personnes. Comme vous pouvez voir, les drapeaux du Québec sont grandement en évidence. Alors, il y avait 1500 personnes au Poutine Fest dans le Maine. Et dans le mois d'octobre, il va y avoir à Manchester le Poutine Fest du New Hampshire. Également avec 1500 billets vendus. Ah oui, les centres franco-américains servent aussi à l'intégration des nouveaux arrivants. Il y a beaucoup d'Africains qui émigrent maintenant depuis 2016, qui émigrent en Nouvelle-Angleterre. Alors ici, on voit celui de Manchester qui accueille ces nouveaux arrivants-là. Ce sont des immigrants, des Africains qui parlent le français. Alors, qui sont les survivants les plus vénérables? Ben, il y a le restaurant Chez Vachon, qui est de Manchester, et qui sert une cuisine traditionnelle québécoise à sa clientèle francophone. Et c'est là que, à chaque élection américaine présidentielle, principalement, les médias de Montréal descendent à Manchester. Ils vont chez Vachon pour récolter les impressions des clients aux résultats des élections. Alors, c'est là que Radio-Canada se ramasse. Il y a aussi M. Roger Lacerte. Imaginez, ce brave monsieur a tenu pendant je ne sais trop combien d'années une librairie à Manchester où il ne vendait que des livres en français. Et il a survécu. Il venait régulièrement à Montréal se réapprovisionner. Maintenant, à 88 ans, M. Lacerte a pris sa retraite,
Sauf que, encore, les dimanches, il anime une émission à la radio où il fait pendant 2 heures jouer des airs français et québécois. Quel est le sort des médias écrits francophones? Bien, au cours des différentes décennies, il y a eu, on dit, jusqu'à 350 journaux qui ont vu le jour et qui ont un peu plus tard disparu. Il n'y en a plus aucun. Le dernier journal qui a disparu à Manchester, c'est l'Avenir national qu'on a vu tantôt, qui a disparu depuis 1996. Alors, il n'y a plus aucun journal en français en Nouvelle-Angleterre. Le témoignage d'un natif de Manchester. Bon. Voici, je vais vous lire un hommage, c'est-à-dire je vais vous lire le texte d'un homme, M. Robert Perrault, qu'on voit ici, qui est né à Manchester, qui y habite toujours et qui, depuis 36 ans, est professeur de français au Collège Saint-Anselme à Manchester. J'ai consulté beaucoup ses écrits pour préparer la conférence et je vais vous lire ce qu'il a écrit en 2020, pardon. Il dit « Malgré toutes nos pertes culturelles et linguistiques, je trouve miraculeux le fait qu'en 2020, il y a toujours des îlots en Nouvelle-Angleterre où les Québécois et les Acadiens pourraient se sentir chez eux. Je reconnais qu'il n'est pas facile d'élever des enfants en français aux États-Unis, car le climat linguistique favorise nettement l'anglais. Mon fils unique a pu bénéficier de l'écoute de Passe-Partout, transmis par câble du poste de Sherbrooke, tout en écoutant aussi Sesame Street. Hélas, maintenant, le poste de Sherbrooke n'est plus disponible à Manchester. Mon fils a profité également de nombreuses visites au Québec où il a pu jouer avec d'autres enfants. Il a aussi appris à connaître sa parenté, qui habitait à Repentigny et Joliette. Mon fils élève maintenant ses propres enfants dans la connaissance des 2 langues. Pendant les 36 années où j'ai enseigné le français au Collège Saint-Anselme à des étudiants franco-américains, j'en ai tiré des conclusions succinctes concernant l'avenir de la langue française. Chez certains, ils ne savent même pas comment prononcer leur nom de famille en français. J'ai même eu une étudiante dont le nom de famille était de toute évidence d'origine acadienne. Je lui ai suggéré qui n'avait jamais entendu parler des mots Acadie ou Acadien. Je lui ai suggéré d'en parler avec ses parents. Au cours suivant, elle déclara que, sur un ton arrogant, que ses parents non plus n'avaient jamais entendu parler de l'Acadie et de l'Acadien. Elle ajoutait qu'elle avait hâte à la fin du semestre parce qu'elle avait hâte de recommencer à prononcer son nom de famille à l'anglaise. Mais par contre, j'ai eu un autre étudiant d'ascendance acadienne qui, lui non plus, n'avait jamais entendu parler de l'Acadie, qui s'intéressa au sujet et fit sa propre recherche historique. Alors, il y a toujours espoir quand je vois qu'une bonne dizaine de mes anciens élèves enseignent maintenant le français dans les écoles de la Nouvelle-Angleterre. En 1884, lorsque les paroissiens de Fall River réclamèrent un curé francophone pour remplacer l'abbé Bédard, l'évêque du diocèse, qui était un Irlandais de souche allemande, leur répondit « Pourquoi un prêtre français? Dans 10 ans, tout le monde va parler anglais dans votre paroisse. » S'il revenait sur Terre 140 ans plus tard, il serait surpris d'entendre autant de gens de Nouvelle-Angleterre parler le français même s'ils sont en minorité. Une minorité bien engagée prouve qu'il vaut mieux privilégier la qualité au grand nombre. Comment le français réussit-il à ressurgir dans le Maine? D'abord, il y a 2 facteurs. C'est le collège Anselme où M. Perrault enseigne le français. C'est une francophone. Déficit d'attention. Ici, oui. Bon.
Alors, le français connaît certains décisions dans le Maine, je dirais, à cause, d'une part, l'immigration et aussi un intérêt grandissant pour le patrimoine franco-américain. Des groupes se sont formés à travers différents endroits dans cet État. Il existe, par exemple, les Bavards à Waterville, le Club français du Nord, les archives acadiennes à Fort Kent, le village acadien de Van Buren, le Festival acadien de Madawaska, le Club Calumet d'Augusta et le Festival francophone de Lewiston. Il existe depuis 2002 même une école privée qui enseigne exclusivement en français à une centaine d'élèves. Et l'Université du Maine offre maintenant des études franco-américaines. Et on peut même aller y faire une maîtrise en littérature française ou québécoise. Derrière le mouvement de resurgence, il y a des gens qui militent fort. Pendant des décennies, cette femme qui s'appelle Cécile Thornton, qui s'appelait à la naissance Cécile Desjardins, était peu motivée à parler français parce que sa famille, comme tant d'autres franco-américains, était le sujet de moquerie de la part de leur entourage. Parce que là, ne pas parler l'anglais comme la plupart des gens, c'était vu comme un signe de pauvreté, de manque d'intelligence, je ne sais pas trop. Alors, toujours est-il que, et puis elle a épousé un anglophone, elle n'a même pas enseigné le français à ses enfants. Et plus ça allait, plus elle était même à peu près plus capable de converser en français. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2016, il y a des Africains d'Afrique de l'Ouest qui ont émigré à Lewiston, où elle habite. Et Mme Desjardins a participé à leur accueil et elle s'est mise à parler français avec ces gens-là. Et depuis ce temps-là, Cécile, à 68 ans, est devenue une grande défenseuse des francophones du Maine. Ces Africains l'ont aidée à devenir une fière franco-américaine. Alors, il faut savoir que pendant 50 ans, soit de 1919 à 1969, les écoles publiques du Maine ne pouvaient pas enseigner en français. C'est ce qui explique que pendant cette période, les Franco-Américains souvent envoyaient leurs propres enfants faire leurs études au Québec comme pensionnaires. Je sais que ma mère en a connu du temps qu'elle était à Saint-Césaire. Il y avait des jeunes filles qui venaient de la Nouvelle-Angleterre qui étaient pensionnaires là-bas. J'en ai dû en connaître aussi. C'est ce qui explique que pendant cette période, les Franco-Américains ont trouvé des solutions de rechange au fait que le français n'était plus enseigné dans les écoles publiques. Il y a présentement 5000 Africains à Lewiston, dans le Maine, dont 250 enfants qui sont dans les écoles de la ville. En fait, les Franco-Américains et les Africains sont deux communautés qui ont besoin l'une de l'autre. Les Africains parlent français, ils arrivent dans un pays anglophone, ils ne savent pas trop comment se débrouiller. Ils trouvent quelqu'un qui parle français comme eux. Alors, ils s'échangent. Et le fait que ça amène les Franco-Américains à parler davantage français, bien, ça aide la cause franco-américaine aussi par le fait même. Ah oui, je vais juste raconter en terminant sur la Nouvelle-Angleterre. Il y a 2 semaines environ, j'ai vu sur Internet une vidéo qui était un bulletin de nouvelles, des nouvelles du Maine. Et le bulletin de nouvelles était en français. Et qu'est-ce qui était la jeune femme qui présentait le bulletin de nouvelles? Une Africaine. Et le plus drôle de l'affaire, c'est qu'à la fin du bulletin de nouvelles, il y avait des annonces de commanditaires. Bien, les commanditaires, c'était des grosses chaînes américaines de supermarchés comme Shaw, Hannaford, etc., qui avaient une courte publicité en français. Oh, wow. La publicité est en français, je n'en donnais pas. J'étais très ému. Bon, bien, merci. On peut passer au segment suivant. Aujourd'hui,
on se bat encore pour la langue française. Ah, ben oui. Oui. Ici même, aujourd'hui. On est toujours aussi minoritaire. Alors, je vais vous parler d'abord, avant de vous parler des Louisianais en deuxième partie de conférence, avant, je vais vous parler de la déportation des Acadiens, parce que c'est un lien direct. Alors, quand la déportation des Acadiens a eu lieu, ben, elle s'est échelonnée sur quelques années. Elle a commencé en 1755 et s'est terminée vers 1763. Qui étaient les Acadiens? Les Acadiens, c'était des colons, venus de France, évidemment, qui avaient choisi d'aller s'établir dans les Maritimes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et du Prince-Édouard. Et parce que eux sont arrivés, Champlain est arrivé en 1604 à Port-Royal. Alors là, on est rendu en 1755. Ça faisait un bout qu'il y avait des colons français qui étaient dans cette région-là. Alors c'était vraiment implanté et établi. Quelles sont les diverses étapes de la déportation? Alors, les Britanniques vont déporter les Acadiens, vont incendier leurs maisons et leurs fermes, tout en séparant les familles. C'est une première opération de ce qu'on va appeler de nettoyage ethnique. Aujourd'hui, on parlerait carrément de génocide. L'Acadie, à cette époque-là, comptait une population de 18 000 Acadiens. Il y en a 12 000 qui ont été déportés, dont 8 000 qui sont morts en cours de route, parce que sur les bateaux, il y avait des mauvaises conditions, il y avait une malnutrition, il y avait du froid, il y avait aussi des naufrages à l'occasion. Alors, il y a eu 8 000 qui ont péri comme ça. Pour les survivants, ça n'a pas été facile non plus d'essayer de trouver une terre qui ne leur était pas hostile. Alors, les Acadiens, quelles sont les circonstances qui ont mené à cette déportation? Le tout a commencé en 1713 avec le traité d'Utrecht, signé entre le Royaume-Uni et la France. À l'époque, au 18e siècle, là, la France et l'Angleterre, c'était comme le chien et chat. Là. C'était des batailles à tout casser, avec des traités à la fin, des traités de paix. En tout cas, ça commençait le lendemain. En tout cas. Toujours est-il que le traité d'Utrecht, en 1713, a fait que la partie qu'on appelle maintenant la Nouvelle-Écosse a été cédée au régime britannique, aux Britanniques. La France a conservé l'île du Cap-Breton, par exemple, et tout le reste. Alors, ce qui est arrivé, les Britanniques, aussitôt arrivés au pouvoir en Nouvelle-Écosse, ont exigé des Acadiens qu'ils prêtent le serment d'allégeance à la couronne britannique et acceptent de combattre d'autres francophones. Alors, évidemment, les Acadiens ont carrément refusé. Ils n'ont jamais voulu prêter allégeance à Sa Majesté britannique. On a encore ce problème-là au gouvernement. Alors, la panique s'installe chez les Britanniques. À partir de 1754, il y avait des troupes françaises qui étaient dans la vallée de l'Ohio, aux États-Unis. Enfin, c'était pas aux États-Unis à cette époque. Qui, avec leurs alliés amérindiens, avaient gagné quelques batailles significatives contre les troupes britanniques. Alors, il y a eu un petit mouvement de panique chez les Britanniques, de sorte que le gouverneur de la Nouvelle-Écosse a communiqué avec le gouverneur du Massachusetts pour lui dire « Pensez-vous qu'on ne pourrait pas remplacer les colons français par des colons américains, ça serait plus facile à gérer. » C'est resté comme ça. Mais, sous certaines, il y avait beaucoup de soldats au Massachusetts qui étaient prêts à partir, et ces soldats-là n'aimaient pas les Français qu'ils considéraient comme de la vermine. Comment la déportation s'est-elle déroulée? Alors, en 1755, 2000 soldats sont partis du Massachusetts et sont arrivés en Nouvelle-Écosse. La première chose qu'ils ont fait, ils ont saisi les armes, les embarcations des Acadiens.
Ils ont aussi fait une rafle parmi le clergé. Ils ont ramassé tous les prêtres, tous les missionnaires qu'il y avait. Ils les ont mis en prison à Halifax. Et de Halifax, ils ont été déportés à Londres comme prisonniers de guerre. Et le gouverneur de la Nouvelle-Écosse a rencontré les chefs des Acadiens et il dit, écoutez, là, on est prêt à vous rendre vos armes si vous prêtez le serment d'allégeance inconditionnel. Les Acadiens ont dit, no way. Alors là, c'est là que l'opération fatidique de déportation a été déclenchée. Alors, ah oui, les colons anglais, ah oui, en fait, les troupes britanniques qui étaient en Nouvelle-Écosse n'avaient plus besoin des colons français pour les approvisionner. Parce qu'il y avait maintenant des colons anglais qui étaient allés s'installer et ils avaient tout raflé, tout le cheptel des Acadiens, c'est-à-dire 100 000 têtes de bétail. Ouais. Quels sont les principaux endroits où les déportés ont été accueillis? Alors, est-ce qu'on peut voir la carte? Merci. Alors, les flèches rouges que vous voyez en haut, ce sont les endroits où les Acadiens ont pu s'échapper. Alors, il y en a qui se sont allés se réfugier à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était, comme maintenant encore, une possession française. Il y en a d'autres qui sont allés à la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie. Et il y en a d'autres qui sont allés carrément au Québec. Mais la grande majorité ont été déportés le long de la côte est américaine. Comme vous pouvez voir, il y avait plein de colonies, plein d'États maintenant. Il y avait 13 États, je pense, qui existaient à ce moment-là, le long de la côte américaine. Alors, ils ont tous été déportés là. Il y en a de même d'autres qui ont été déportés en France et d'autres en Angleterre. L'Australie, non? Ça, c'est Belle-Île-en-Mer. Oui, une des endroits où les Acadiens se sont retrouvés en France, ça a été Belle-Île-en-Mer, qui était une île au large de la Bretagne, qui avait été occupée par les Anglais, mais que les Français avaient récupérée. Alors, ils sont allés s'installer là. Le préfet de l'île de Belle-Île-en-Mer a rencontré 3 représentants des Acadiens. Alors, ils trouvaient que c'était des gens honnêtes et travaillants, alors ils ont accepté de les accueillir. Juste une petite, je vais faire une petite parenthèse pour Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer, il y a eu un roman par un Français qui s'appelle L'Enragé, qui est sorti l'année passée, et ça se passe à Belle-Île-en-Mer, où l'ancienne prison était devenue un centre pour jeunes délinquants. Et c'est fort intéressant, cette histoire de jeunes délinquants, et c'est sur l'île, puis c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, l'île, l'espèce de manque de liberté, puis d'issue. Okay? Comment les Acadiens ont-ils abouti en Louisiane? Bien, une chose qui est certaine, aucun Acadien n'a été déporté en Louisiane, qui était quand même une possession française. Alors, il y avait un groupe d'Acadiens qui avaient été déportés dans l'État de Georgie, qui est l'État le plus au sud, juste avant la Floride. Alors, là, ils ont rencontré un Acadien qui, lui, vivait à la Nouvelle-Orléans. Alors, il a dit, venez-vous-en avec nous en Nouvelle-Orléans, vous allez être bien, vous êtes dans un environnement francophone. Alors, ils sont allés. Il y a un autre groupe, un peu plus tard, avec à leur tête le valeureux chef acadien Beausoleil Broussard, qui, lui, avait lutté férocement contre les Anglais. Alors, il les a amenés à la Nouvelle-Orléans. Et en 1785, il y a un contingent de 1600 Acadiens qui avait été déportés en France et qui avaient accepté l'invitation des Espagnols d'aller s'établir au chaud à la Nouvelle-Orléans. Parce qu'il faut se dire qu'à ce moment-là, 1785, les Espagnols ont été brièvement les propriétaires de la Nouvelle-Orléans. Il y a aussi un groupe de 900 Acadiens qui avaient reçu un accueil plutôt chaleureux au Maryland. Parce que Maryland, ce qui a été nommé en l'honneur de la Vierge Marie,
c'était des Anglais de foi catholique. Ils ont bien accueilli les Acadiens, mais les Acadiens finalement ont quitté pour aller se réfugier en Louisiane. Est-ce que des Acadiens se sont réfugiés au Québec? Oui, bien sûr. Il y en a même qui se sont ramassés, comme je disais, aux îles de la Madeleine, où il y a encore beaucoup de descendants. Sur la Côte-Nord aussi, Gilles Vigneault est un de ceux, à Natashquan, qui vient originalement de l'Acadie. Il y en a aussi à Montréal, puis dans la Naudière aussi également. On dit maintenant qu'à Montréal, il y aurait pas loin d'1 million de descendants d'Acadiens, surtout dans l'arrondissement de Verdun, semble-t-il. Quelle est l'attitude des Anglo-Canadiens face à cet événement? L'épisode de la déportation des Acadiens ne fait pas l'unanimité au Canada. Au Québec et dans les Maritimes, évidemment, on considère que la déportation des Acadiens a été une grande tragédie humaine, d'une cruauté innommable. Alors que les Anglo-Canadiens, eux autres, ils utilisent un euphémisme. Plutôt que de parler de déportation, ils appellent ça le grand dérangement ou le grand bouleversement. Alors, c'est moins pire. Il y a quelques années, il y a un député du Bloc québécois au Parlement qui a demandé à ce que la couronne britannique présente des excuses aux Acadiens. Tout ce qu'il a réussi à obtenir, ça a été quelques mots de la gouverneure générale, Mme Adrienne Clarkson, qu'on voit ici, qui a dit elle a reconnu qu'il y avait eu là un drame humain, mais elle n'a exprimé aucun regret et aucune excuse. Ça a pris le travail d'un avocat de la Louisiane, qu'on voit ici, M. Warren Perrin, qui est un descendant direct de Beausoleil-Broussard, qui, après 15 années de démarche, a réussi à obtenir qu'en 2003, la reine Élisabeth émettre une proclamation qui reconnaissait les torts qui avaient été causés aux Acadiens au nom de la couronne britannique. 250 ans plus tard, est-ce que vaut mieux tard que jamais? Je ne sais pas. C'est trop tard. Comment se perpétue le souvenir de la déportation? Bien, à travers la littérature principalement. Il y a l'Américain Longfellow qui a écrit le poème sur Évangeline et son Gabriel. C'était deux personnages qui s'étaient rencontrés en Acadie, qui ont été séparés lors de la déportation. Évangeline était infirmière et elle a perdu de vue son Gabriel qu'elle a cherché toute sa vie. Et finalement, en tout dernier, à un moment donné, on lui amène un mourant, pratiquement sur une civière, et c'était son Gabriel. Bon. Et il y a aussi, il y a une statue d'Évangeline que j'ai vue à l'église de Saint-Martinville, en Louisiane, qui rappelle son souvenir. Il y a aussi eu Antonine Maillet qui a publié un roman et une pièce de théâtre qui s'appelle Pélagie la Charrette, qui a fait le récit du bouleversement qu'ont connu les Acadiens. Alors, le 28 juillet, à chaque année, c'est la journée où, ce qu'on appelle la journée du souvenir, où les Acadiens se souviennent de ce malheureux événement. Alors, chers amis, c'est l'heure de la pause. Alors, prenez un petit break. Vous pouvez aller aux toilettes au fond du corridor ou bien... Des questions? Bon, la Louisiane et le français. Est-ce qu'on assiste à une renaissance du français en Louisiane? On pourrait être porté à le croire. Les racines du français en Louisiane sont vieilles, hein? Ça remonte à 300 ans. En 2018... la Louisiane a été admise au sein de la francophonie, dont on voit ici le sigle à l'écran, justement alors que la Nouvelle-Orléans fêtait ses 300 ans de fondation. Elle avait été fondée par des gens descendus de Montréal, qui avaient descendu le Mississippi, entre autres M. de Bienville. Alors, il
il y a eu aussi, après 50 ans de grande noirceur au 20e siècle, où l'enseignement du français a été interdit. Alors, il y a eu en 1968 la création du Conseil pour le développement du français en Louisiane, ou CODEFIL, comme ils l'appellent. Et c'est un organisme gouvernemental de l'État qui a été créé grâce aux démarches d'un député au Parlement de la Louisiane, M. James Domingeau, qui était évidemment un descendant d'Acadiens, représentant au Parlement. Cette loi a été adoptée pour relancer la pratique de la langue des ancêtres et rendre aussi l'éducation bilingue. Parce que depuis 1921, l'enseignement du français était banni, alors qu'un tiers de la population francophone alors qu'un tiers de la population qui était francophone. C'était carrément incroyable et injuste. Les descendants des Acadiens n'ont pas eu plus facile que leurs ancêtres. Alors, il y a toute une génération, au moins une génération, qui n'a pas appris le français à l'école. Alors, le français, c'est un peu perdu. Dans les années 60, la population des gens qui parlaient français en Louisiane se chiffrait autour de 1 million. Rendu en l'an 2000, ça avait baissé à 200 000. Ben, qu'est-ce que tu veux? Les ancêtres qui parlaient français sont tous morts entre 1960 et l'an 2000. Alors, il restait environ 200 000 personnes qui parlaient le français. Actuellement, selon les dernières sources, ça aurait remonté à 250 000, sous l'impulsion du CODEFIL, le CODEFIL qui avait pour tâche de encourager le développement de la langue française en Louisiane, s'est mis à recruter des professeurs à l'international. Alors, ils ont recruté des Français, des Québécois, des Belges, des Acadiens, des Suisses, et maintenant, ils recrutent des Africains pour enseigner le français dans les écoles, des classes d'immersion française. Alors, il y a une nouvelle génération de francophones dynamiques et engagés envers la préservation de leur langue qui est en train de bientôt être capable de prendre le relève là-bas. Même à la Louisiana State University à Lafayette, ils donnent des cours où on peut même faire des maîtrises en littérature française. Connaissez-vous les tables françaises? C'est un type de pratique qui aide les descendants des Acadiens, parce que les descendants des Acadiens, ils sont appelés simplement Cadiens, ou les Américains ont traduit ça Cadien en Cajun. Alors, ces gens-là veulent renouer avec leur langue, et c'est ce qu'ils appellent là-bas les tables françaises. Alors, les gens se réunissent pour garder, améliorer et en pouvant parler leur langue le plus souvent possible. Alors, ces rencontres où on se présente sans prérequis, et la seule condition, c'est de converser seulement en français. Que ce soit sur une base hebdomadaire, mensuelle ou occasionnelle, ces tables françaises se tiennent dans des cafés, des bibliothèques et des centres communautaires. Alors, à tous les jours, il y a entre 5 et 25 de ces tables françaises à travers la Louisiane. Dans la seule ville de Lafayette, qui a une population de 130 000 personnes, il y a facilement une vingtaine de tables françaises qui ont lieu à chaque semaine. Il y a également des clubs de pétanque où on peut apprendre non seulement à jouer à la pétanque, mais également le faire en français au parc Girard de Lafayette. Maintenant, les gens du Maine, ça ici c'est une table française du New Hampshire. Vous voyez le monsieur avec la barbe, c'est Robert Perrault dont je vous ai parlé tantôt. Dans le New Hampshire, ces tables françaises, ils appellent ça des prêts à parler. Et où il y en a aussi dans le Maine qui se tiennent des tables françaises, soit en présentiel ou même en virtuel.
J'ai participé il y a 2 semaines à un prêt-à-parler en virtuel avec 2 personnes du New Hampshire. Est-ce que l'éducation est la clé du succès? Il semble bien que ce soit le cas en Louisiane. Les classes d'immersion française se tiennent dans 33 écoles à travers la Louisiane. Il faut dire qu'en Louisiane, le français qu'ils parlent, c'est un peu un ancien français, avec des mots qu'on n'utilise que rarement ici, mais on peut les comprendre facilement. Quand les adultes veulent non seulement apprendre la langue, mais également la culture française, ils peuvent se diriger vers les stages de sensibilisation. Par exemple, à Arnaudville, en banlieue de Lafayette, à chaque mois depuis 2006, on tient des séances d'information qui initient les gens à leur passé français, et ça attire souvent même une centaine de personnes. La musique joue-t-elle un rôle dans le réveil acadien? Bien sûr. La Louisiane et la Nouvelle-Orléans, c'est le berceau du jazz et les gens adorent la musique là-bas. Alors, la musique est un vecteur essentiel dans la transmission des valeurs acadiennes. On chante encore les vieilles rengaines qui datent de la nuit des temps. Cette région déborde de salles de concert où on peut danser aux airs acadiens. Ces bals populaires portent le nom de Fait dodo. Fait dodo, pourquoi? Parce que c'était la berceuse que les parents essayaient pour endormir leurs enfants, de sorte qu'eux autres, ils pouvaient aller après ça, ils pouvaient aller danser. Parce que les enfants étaient endormis. Ça, c'est un Louisianais, Jourdan Thibodeau, et son groupe, les Rodailleurs. C'est un musicien très connu en Louisiane. Et selon lui, la musique, c'est le meilleur vecteur pour transmettre le français. M. Thibodeau est également un militant pour la défense de la langue chez lui. D'autre part, dans les petites villes comme Pombreau ou Saint-Martinville, il y a des noms français qui ont été donnés récemment à des rues et à des parcs publics grâce aux démarches entreprises par des jeunes Louisianais francophones. Les Acadiens sont-ils les seuls francophones en Louisiane? Non. Il y a aussi les créoles. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la Nouvelle-Orléans, par exemple, a été fondée en 1718. Les Acadiens ou les Acadiens sont arrivés à partir de 1760. Alors, entre ces 42 ans-là, il y a des Français qui sont arrivés de France pour s'établir. Il y en avait qui étaient de profession libérale, il y en a d'autres qui étaient des gens d'affaires, il y en a d'autres qui étaient des cultivateurs. Alors, ils sont allés créer des plantations de coton en Louisiane, qui ont engagé une main-d'œuvre africaine esclave, il faut bien le reconnaître. Et ces gens-là, les créoles, ont eu des descendants aussi. Alors, il y a le groupe qui descend des créoles et le groupe qui descend des Acadiens. Y a-t-il du français dans les médias en Louisiane? Ben, il n'y a aucun journal de langue française en Louisiane, aucun. Il y en a déjà eu, mais là, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais par contre, il y a une émission de télévision qui passe sur le réseau PBS à la Nouvelle-Orléans et à Lafayette. Et c'est une émission qui s'appelle La Veillée, qui raconte, qui fait des reportages sur les ancêtres, des gens qui font des choses spéciales en Louisiane. Il y a aussi, dans l'après-midi, il y a une émission pour enfants. Ce sont des dessins animés qui sont faits localement à Lafayette. Alors, ces dessins animés-là sont diffusés dans les nombreuses classes d'immersion française. Alors, c'est l'histoire de Boudini et ses amis. Existe-t-il un événement de rassemblement pour les Louisianais?
Oui, effectivement. À chaque mois d'octobre, bientôt, ça va commencer. Ça va être le 50e anniversaire des festivals créoles et acadiens qui ont toujours lieu à Lafayette à chaque année, dans le parc Gérard. Alors, c'est un entrain de collectifs débridés. On y retrouve tous les groupes musicaux de la région qui font danser les gens jusqu'aux petites heures du matin. Alors, il y a également des kiosques de bouffe, de gumbo, de jambalaya, etc. La musique, la danse et la cuisine traditionnelle font bon ménage dans ce festival qui rassemble au parc Gérard tous les francophones, acadiens comme créoles. Bon. Quelles sont les différences entre les créoles et les acadiens? Commençons d'abord par le plus facile, les acadiens. Alors, les Acadiens, comme je vous l'ai dit tantôt, sont des descendants des Acadiens de la Nouvelle-Écosse. Ils sont donc de culture française, de religion catholique en majorité et de peau blanche. Mais il y a eu des métissages, de sorte qu'il y en a qui ont des Acadiens qui portent des noms acadiens, mais qui sont de couleur. Je connais un certain nombre de Boudreaux qui sont de couleur, des petits cousins à moi. Les Acadiens sont principalement établis dans la campagne, hors des grands centres. C'était surtout à l'origine des cultivateurs. Alors, c'est là qu'ils sont bien. Par contre, les créoles, c'est pas aussi simple. La définition d'un créole, dans le dictionnaire, c'est on dit les gens qui sont nés dans la colonie. Effectivement, les Français qui sont arrivés à partir de 1718 dans la colonie de la Nouvelle-Orléans ont eu des descendants, et ce sont évidemment des créoles. Mais il y avait aussi cette partie de la société formée par des professionnels, des commerçants et des propriétaires de plantations, comme je l'ai mentionné. Ces derniers comptaient sur une main-d'œuvre d'esclaves africains qui ont appris le langage de leur maître et ont développé ce qu'on appelle le créole très répandu dans les Antilles. En somme, pour simplifier, on peut définir les créoles comme étant des gens métissés de culture francophone et habitant majoritairement la Nouvelle-Orléans. Lorsque Haïti s'est affranchi de la France en 1804, il y a eu des Blancs comme des Noirs qui sont venus nombreux se joindre aux créoles de la Nouvelle-Orléans. Quelles sont les différences entre la cuisine acadienne et la cuisine créole? Les deux types de cuisine ethnique sont distincts, mais ont des caractéristiques qui se chevauchent. On peut y trouver des plats traditionnels français qui se mêlent aux fruits de mer locaux et aux gibiers sauvages, avec des ingrédients africains comme le gumbo. Bien que ces deux cuisines soient très similaires, ils utilisent des ingrédients différents. La cuisine acadienne est généralement plus épicée que la créole et contient plus de porc et d'écrevisses. La cuisine créole, elle, utilise plus d'ingrédients comme le crabe, les tomates, les huîtres et les crevettes. Le jambalaya, qui est une sorte de paella, est le plat signature de la Louisiane et qui a pour variante qui a une variante créole, évidemment, et aussi une variante acadienne. Les restaurants de la Nouvelle-Orléans sont parmi les meilleurs au pays. Et ils ont une longévité que bien des restaurateurs du Québec leur envieraient. Le restaurant Antoine, par exemple, existe depuis 1840, soit 184 ans, et on y sert des huîtres Rockefeller, des œufs sardous et des pommes de terre soufflées. Il y a aussi le restaurant Muriel, qui est à Jackson Square, qui se spécialise dans les crêpes aux crevettes et fromage de chèvre, la soupe à la tortue, et comme dessert, on peut commander le pudding au pain perdu ou la crème brûlée à la fève de vanille. Ces deux types de cuisine, la acadienne et la créole, ont l'insigne avantage d'être issus de la même mère, la cuisine française. Il y a pire. Bon, je vais vous parler maintenant des Amérindiens et francophones aux États-Unis. Est-ce qu'on peut être les deux? Oui. Les Oumas sont un peuple autochtone d'Amérique du Nord, natif de la Louisiane. Ils forment une nation francophone
depuis que leur langue a disparu à l'époque de la Louisiane française. Aujourd'hui, ils sont essentiellement répartis à l'ouest du Mississippi, dans les rives du golfe du Mexique. Ils sont vraiment sur le tout bord du golfe du Mexique. Ils habitent entre autres des places comme Pointe-aux-Chiens et Cocodrie. Cocodrie, où Lucie et moi nous sommes allés il y a quelques années, c'est très spécial parce que tout le village, toutes les maisons sont construites sur pilotis. Pourquoi? Parce qu'ils sont à quelques centaines de mètres du golfe du Mexique. Et ils sont sur le boulevard des ouragans qui arrivent plusieurs fois par année, qui partent du golfe du Mexique et qui remontent en Louisiane et ailleurs aux États-Unis. Alors, par prudence et par expérience, j'imagine, ils ont considéré qu'ils étaient plus prudents de se construire ce pilotis loin des eaux et des inondations. Puis ça fait un drôle de village quand même. Alors, la tribu a été identifiée la première fois. Ah oui, ce qu'ils font comme travail, c'est qu'ils sont principalement des pêcheurs. Évidemment, ils sont à côté des bayous et du golfe du Mexique. Alors, ils vont à la pêche à la crevette et aux écrevisses, qui sont en grande demande en Louisiane, ainsi également que des crabes. Alors, la tribu a été identifiée la première fois par Cavalier de la Salle en 1682. Plus tard, Pierre le moine d'Iberville, Lucie, donnera d'autres descriptifs de ce peuple sédentarisé. Lors du conflit qui avait opposé les Français et les Anglais, les Oumas se sont rangés, comme tant d'autres tribus amérindiennes, du côté des Français. Et après la guerre de 7 ans, évidemment, et les conséquences désastreuses pour la Nouvelle-France, les tribus alliées des Français ont subi les représailles des Britanniques. C'est ainsi que les Oumas sont allés se réfugier dans le fin fond de la Louisiane, quasiment dans le golfe du Mexique. Là, vous voyez une photo aérienne de Cocodrie. Vous voyez, c'est vraiment... c'est entouré d'eau. Quand les ouragans se présentent, attention à vous. Quels furent les effets de la vente de la Louisiane aux Américains? Bien, en 1815, Napoléon, dans le but de financer ses guerres de conquête de l'Europe, a vendu le immense territoire de la Louisiane qui équivalait au tiers du territoire actuel des États-Unis aux Américains. Il leur a vendu ça pour la modique somme de 15 millions de dollars. Ça revenait à peu près à quelques sous à peine du pied carré. Alors au 19e siècle, aussi bien les Créoles que les Cadiens, que les Oumas, même après la vente aux Américains, ont continué à vivre leur vie en français, et ça allait bien. Jusqu'en 1921, alors que l'État de la Louisiane a banni le français de l'enseignement. Alors, le français a été interdit de 1921 à 1968 jusqu'à la création du codophile dont j'ai parlé tantôt. Alors, il y a eu quelques années, dans les années 1970, il y a eu beaucoup de développement de puits de pétrole dans les eaux du golfe du Mexique. Alors, les Oumas ont été dépossédés de certaines de leurs terres par l'industrie pétrolière et ils n'ont pas pu profiter de la manne financière amenée par ce développement industriel. Quel heureux événement a réjoui la tribu des Oumas? Il y a à peine un an, s'est ouverte sur leur territoire une école d'immersion française. Cette école, financée par l'État, est la première de langue française à desservir une population majoritairement amérindienne. La directrice de l'école est un membre de la tribu. Bien que le professeur vienne de France, il a commencé à utiliser des mots du vocabulaire cadien dans les classes. L'accent mis par les enseignants locaux et le maintien du dialecte français régional est au cœur de la mission de cette école. Cet aspect distingue cette école de la trentaine d'autres écoles d'immersion française en Louisiane. Alors, le but de cette école n'est pas d'apprendre une langue seconde, mais c'est surtout pour maintenir en vie leur propre langue et leur culture traditionnelle. Les Oumas
considère que cette école va former une génération qui va être mieux équipée pour préserver les valeurs du passé et continuer à avancer dans l'avenir. Alors, ceci termine le segment sur la Louisiane. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires? On va poursuivre avec une colonie québécoise à Chicago. Voici la carte de l'État de l'Illinois. Il y a un fait historique que bien peu de gens connaissent. C'est que des Québécois sont allés s'établir au cœur même du Midwest américain, à Chicago. Au moment même où il y avait plein de gens qui prenaient la route de la Nouvelle-Angleterre, d'autres ont préféré se rendre dans ce qu'ils appelaient les pays d'en haut, c'est-à-dire les Grands Lacs et les États autour, c'est-à-dire le Michigan, l'Illinois, le Minnesota et le Wisconsin. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, une des causes qui a mené à l'exode massif des Québécois, c'était la combinaison impossible entre les familles nombreuses et des terres agricoles limitées. Or, dans le Midwest, on pouvait acheter une terre fertile pour une bouchée de pain. À partir de 1870, il y a eu un gigantesque incendie à Chicago qui a ravagé Chicago. Le tiers de la ville y a passé, dont tout le centre-ville. Tout de suite après, les résidents se sont donné le mot, se sont retroussés les manches et ont dit on va reconstruire tout de suite, ce qui a déclenché un essor économique jamais vu. Cela s'est rendu aux oreilles de certains Québécois qui ont voulu avoir leur part du gâteau. Vers la fin du 19e siècle, on comptait 20 000 Québécois dans Chicago et 50 000 au total dans tout l'État de l'Illinois. Le présence atteint son apogée alors que 4 paroisses francophones sont fondées à Chicago, dont l'Église Notre-Dame de Chicago, qui porte encore ce nom aujourd'hui, même si les messes se disent maintenant en espagnol et en anglais. Comment s'est organisée cette colonie? Bien, un peu comme les immigrés en Nouvelle-Angleterre, les immigrés en Illinois ont cherché à reproduire là-bas le même type de société qu'ils avaient connu au Québec. Alors, la religion occupait une part prépondérante dans la vie des Québécois. Il n'a pas été autrement en Illinois, même à 1400 km de distance. C'est ainsi qu'à Chicago, il y avait 800 dames de Sainte-Anne, 200 enfants de Marie et 600 membres de la Ligue du Sacré-Cœur. Il y avait même une section de la Société Saint-Jean-Baptiste qui comptait 200 membres. L'Église Notre-Dame de Chicago a été conçue par l'architecte montréalais Georges Vigeant. Lucie? Bon. Cette paroisse avait été établie en 1892 et son premier curé était le père Bélanger. À côté de l'église Saint-Louis de Pullman, qui était une autre paroisse francophone, on avait construit une grande école capable d'accueillir des centaines d'enfants où enseignaient les sœurs de la congrégation de Notre-Dame qui avaient immigré du Québec. Une autre paroisse était Saint-Joseph de Brighton, en banlieue de Chicago. Qui sont les Québécois qui s'y sont distingués? Eh bien, je dois vous parler premièrement de M. Zéphirin Brosseau, qui était né en 1840 à La Prairie, dans une famille acadienne, et qui, tout jeune, est parti pour Chicago. Alors, il est allé travailler à la Chambre de commerce de Chicago, dont il est devenu un membre actif et respecté. À l'âge de 31 ans, semble-t-il, il avait déjà fait fortune. Et le maire de Chicago l'avait nommé au conseil d'administration de la bibliothèque municipale. Il se fera construire une confortable maison au centre-ville, qu'on voit ici, et M. Brosseau, qu'on voit ici au centre, participait à de nombreux galas officiels. Un autre Québécois, M. Arthur Christin, originaire de l'Assomption, est arrivé à Chicago en 1872, 2 ans après l'incendie,
Et il s'est ouvert une fabrique d'eau gazeuse à l'instar de son frère Joseph, qui avait fondé à Montréal la Maison Christin en 1855 et qui va durer plus de 100 ans et être connu pour sa fameuse bière d'épinette. Arthur avait eu l'idée de produire des bouteilles d'eau gazeuse en verre coloré avec son nom embossé, vous pouvez lire dans le bas Arthur Christin, qui maintenant fait la joie des collectionneurs. Y a-t-il eu d'autres colonies québécoises en Illinois? Oui, bien sûr, parce que j'ai dit tantôt qu'il y avait 50 000 au total en Illinois. Alors, il y a la ville de Bourbonnais, qui est située à 1 heure de route au sud de Chicago, avait été fondée par le trappeur et chasseur François Bourbonnais en 1830. Lui, il était engagé par la American Fur Company. M. Bourbonnais, qui était originaire du Québec, avait établi à cet endroit un poste de traite de fourrure. Or, ce lieu a attiré finalement des Québécois qui avaient immigré du Québec. De sorte qu'en 1875, le premier maire qui a été élu dans cette ville a été Georges Letourneau, avec comme conseillers des gens au nom bien québécois, Séguin, Legris, Gosselin, Monnat, Lamontagne, Tifo et Bessette. Il est un peu surréaliste de penser que les séances de ce conseil en plein cœur des États-Unis se tenaient en français. Dans une autre municipalité, il y avait un collège du nom de Saint-Viateur. Dans cette même municipalité, pardon, il y avait un collège du nom de Saint-Viateur qui donnait le cours classique dans le but de former la relève du clergé. Ce sont les clercs de Saint-Viateur qui ont fondé ce collège en 1865. C'est en 1858 que les paroissiens avaient construit l'église de la Maternité de la Vierge Marie. Et bientôt, les religieuses venues du Québec avaient créé l'Académie Notre-Dame pour enseigner aux enfants et dispenser des soins infirmiers. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de voir sur l'Internet un groupe de citoyens venus, férus de patrimoine et venant de Bourbonnais, justement, qui ont visité à Boucherville, j'imagine, à la recherche d'un de leurs ancêtres. Cette colonie de Québécois établie en Illinois ne résistera pas à l'afflux massif d'immigrants venus d'Europe au début du 20e siècle et à l'exode des Noirs américains qui vivaient dans le sud des États-Unis sous les lois de la ségrégation et qui étaient attirés par le travail qui s'offrait dans les grandes usines du nord des États-Unis. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des questions là-dessus? On va passer au dernier sujet, les Québécois au Minnesota. Comment la colonie québécoise s'y est-elle développée? Alors, l'État du Minnesota, c'est vous voyez le lac supérieur en haut. Alors, c'est vraiment à la tête des Grands Lacs. Il y a une frontière avec le Canada. La province qui est vis-à-vis le Minnesota, c'est le Manitoba. Alors, les métis, des métis de Saint-Boniface au Manitoba étaient descendus au Minnesota. Et là, ils ont fait la connaissance des immigrants québécois qui arrivaient de l'Est. Et là, ils se sont mis ensemble et ils ont colonisé en bonne partie le Minnesota. Aujourd'hui, la langue s'est perdue. L'héritage québécois de la région connaît une résurgence grâce au groupe de passionnés. On peut se promener à travers des hameaux, c'est qui nous racontent l'histoire de ces lieux. Une histoire écrite en français. On y voit des noms de ces lieux qui nous sont familiers, des noms comme Gentilly, Terrebonne, Huot, Roseau, Saint-Hilaire. Cette présence francophone peux-tu retourner en arrière un peu, Lucie, à la carte de Minnesota? Je veux juste remarquer une petite ville qui s'appelle Faribault, au sud de Saint-Paul. Oui. Bon, je vais en parler tantôt. Ça a un lien avec Berthier. Bon, OK. On peut passer à l'autre. Alors,
cette présence francophone a fait de sorte que la devise du Minnesota est en français l'Étoile du Nord. Je ne sais pas si vous voyez, là. Oui. Bon. Et ce qui me fait penser qu'il y a une équipe de hockey dans la Ligue nationale qui s'appelle les North Stars du Minnesota. North Star, Étoile du Nord. Oui. Et également le sigle de la ville de Minneapolis, qui est la capitale, c'est en avant. Hélas, l'année dernière, le Minnesota a adopté un nouveau drapeau pour l'État et les mots de la devise sont disparus. La raison, c'est que l'ancien drapeau montrait un homme blanc, comme vous pouvez voir, qui labourait la terre avec un fusil tout près sur un tronc d'arbre, une souche d'arbre, et on voyait également à l'horizon un Amérindien qui s'éloignait. Le milieu woke, il voyait l'image du colon qui chasse les Premières Nations de son territoire. Je pense que l'interprétation exacte de l'histoire était tout autre quand on voit que le lien entre les Québécois également avec les Amérindiens était ce qu'il y avait de plus sympathique et convivial. En plus de s'établir dans plus de 70 communautés, les Québécois ont construit églises et écoles. Lorsque le gouvernement du Minnesota a interdit l'usage du français dans les écoles, celui-ci n'était plus parlé que dans les églises, les commerces et les familles. L'Église catholique de Saint-Pierre à Gentilly, bâtie en 1914, a longtemps été l'église des francophones dans la région. La plupart de ces gens qui fréquentaient cette église étaient originaires de Joliette pour s'y installer dans la dernière décennie du 19e siècle. À l'intérieur de l'église, toutes les inscriptions sont uniquement en français. Pendant des décennies, les messes étaient célébrées également en français. Reste-t-il des francophones au Minnesota? Il y a encore quelques rares survivants de cette époque où les gens parlaient français au Minnesota. Larry Vaudrin, qu'on voit ici, est né en 1930. Ses deux arrière-grands-pères venaient de Trois-Rivières. Un de ceux-ci est décédé en 1974. J'ai dit ses arrière-grands-pères, non, ses grands-pères. Un de ceux-ci est décédé en 1974 et n'avait pas parlé un mot d'anglais de toute sa vie. Un voisin, M. Virgile Benoît, qu'on voit ici au centre, est originaire aussi de cette région. Âgé de 73 ans, M. Benoît est professeur de français à l'Université du Dakota du Nord, qui est l'État voisin du Minnesota. Aujourd'hui, les familles francophones sont éparpillées. Les nouvelles générations n'ont pas repris le flambeau. M. Benoît a fondé le festival de Chautauqua, qui se tient à la fin août, depuis 36 ans, à Huot, et qui réunit les passionnés d'histoire qui ont à cœur d'honorer l'héritage québécois de cette région éloignée. Partir de Berthier et aboutir au Minnesota, est-ce possible ou pas? Ça doit. Vous pensez, hein? On va voir. Vous pouvez languir un peu. Alors, Barthélemy Faribault était un avocat originaire de Paris. C'est pas lui. Ça, c'est son fils. Non, c'est correct, lui aussi. Alors, Barthélemy Faribault est arrivé en Nouvelle-France vers les années 1750. Ce qui s'est trouvé comme travail, alors qu'il était avocat, ça a été d'agir comme secrétaire militaire des armées françaises en Nouvelle-France. Alors, en 1759, comme on sait, ça a été la conquête par les Anglais. Alors, Monsieur Faribault s'est trouvé au chômage, d'une certaine façon. Alors, il est parti de Québec, où il y travaillait, et il est venu s'établir à Berthier, où il s'est trouvé ouvert une étude de notaire. Quelques années plus tard, M. Barthélemy Faribault a eu ce fils qu'on voit à l'écran, Jean-Baptiste Faribault, qui est né à Berthier et qui a été éduqué également, qui a fait de belles études, et rendu un jeune homme, il est parti pour Québec travailler dans le commerce. Après quelques années, il a décidé de s'orienter vers le commerce des fourrures, qui était très lucratif à l'époque. Alors, en 1798, avec d'autres copains, ils ont quitté Québec pour se diriger vers les Grands Lacs.
Alors, il est allé s'établir dans la région du Minnesota, justement. Et là, il s'est mis à faire la traite des fourrures avec les Amérindiens. Et ça fonctionnait très, très bien. Il a même marié une métisse qui s'appelait Élisabeth Pélagie, qui était moitié française, moitié Dakota. Dakota, c'est une tribu indienne de par là. Et arrive 1812. 1812, il y a eu la guerre entre le Canada et les États-Unis. En fait, le Canada, c'est la Grande-Bretagne, en fait. Et M. Jean-Baptiste Faribault, qu'on voit ici, a été sommé de se présenter pour s'enrôler dans l'armée britannique, pour combattre les Américains, alors que lui-même vivait aux États-Unis. C'est un peu inconséquent. Alors, il a refusé de s'enrôler. Alors, il a été jeté en prison et on a tout confisqué ses biens. À la fin de la guerre, il est retourné au Minnesota et en 1815, il a pris la citoyenneté américaine pour ne plus avoir de problème avec les troupes britanniques. Alors, il est allé s'établir à Mendota et il s'est fait construire cette magnifique maison en pierre. Et là, il a élevé sa famille, tout en continuant de faire la traite des fourrures. Un de ses fils, Alexandre Faribault, est allé fonder le village de Faribault, qui est, comme vous avez vu sur la carte, qui est au sud de Saint-Paul. Et à Faribault, qui compte maintenant 25 000 habitants, il y avait évidemment beaucoup de Faribault. Et la dernière photo va vous montrer le mariage du petit-fils de Jean-Baptiste. Alors, vous voyez les personnes debout à l'arrière. Vous voyez Alexandre, le fils de Jean-Baptiste, avec à sa droite, à sa gauche plutôt, le curé qui a officié au mariage. En bas, assis, vous voyez Georges, qui était le petit-fils de Jean-Baptiste, donc l'heureux marié, et sa tendre épouse qui s'appelait Euphrosine. Elle est bien jeune. Hein? Elle est donc bien jeune. Ben oui, je sais. Comparé à lui, lui, elle a l'air vieux, puis elle est jeune. Ben oui, Il a je sais. 14 ans. Et à droite, vous avez le grand-père Jean-Baptiste Faribault, qui était parti de Berthier, comme je l'ai dit tantôt. Oui, c'est possible de partir de Berthier et aboutir au Minnesota. Alors, on arrive à la conclusion. Dans ce portrait sommairement tracé de la situation de la francophonie aux États-Unis, on s'aperçoit que bien qu'elle ait diminué en nombre, elle demeure étonnamment vivante et vivace dans bien des coins de ce grand pays. On dirait que les Québécois, les Acadiens, les Créoles et leurs descendants, peut-être à cause de certains revers historiques qu'ils ont connus, ont un instinct de survie incroyable. La langue et sa culture ne veulent pas s'éteindre et mourir. Je peux vous citer ce bon mot de Zachary Richard à propos de la disparition du français en Louisiane. Il dit que chaque fois qu'on dit le français est en péril, celui-ci se dresse dans son cercueil et commande une tournée pour tout le monde. Le cri de ralliement des Louisianais n'est-il pas « lâche pas la patate ». Il y a cet aspect de pérennité de la langue chez les francophones, mais il y a aussi l'aspect aventurier des Québécois personnifiés par les coureurs des bois. Est-ce que cette curiosité ou du goût du risque de se mettre en péril par rapport au nid douillet national, il y a plusieurs coins des États-Unis dont je n'ai pas parlé, comme le Montana, le Colorado, le Wisconsin, le Missouri, le Michigan et la côte ouest, où ils sont aussi allés s'établir. Saviez-vous que la ville de Los Angeles a déjà eu 2 maires québécois, Damien Marcheseau, qui était né à Saint-Antoine-sur-Richelieu en 1818, et Prudent Baudry, né à Mascouche en 1816. Et d'autres, un frère a été aussi maire de Montréal. Je vous laisse sur cette parole d'Antonine Maillet à propos du français. Chaque mot est un bijou, et la francophonie, je la vois comme un trésor de l'humanité. La garder ne suffit pas, il faut l'enrichir. Quelle épopée quand même que celle des francophones d'Amérique. Voilà. Merci.